Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on commence donc ce numéro de Cœur de patrimoine en accueillant Bastien Dru. Bonjour Bastien. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci d'être là, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR AM. Et puis, vous publiez un bouquin aux éditions Deboc Supérieur. Ça s'appelle « Les tendances éco en 50 graphiques » et c'est sous-titré « Un panorama des tendances qui façonnent l'économie aujourd'hui et demain ». Et on va profiter de vous justement pour peut-être mieux comprendre cette économie. D'abord, avant de rentrer dans le détail un petit peu de ce que vous proposez dans le bouquin, l'actualité, cette économie mondiale avec toutes les questions, les grandes banques centrales, les questions budgétaires, les questions peut-être politiques, géopolitiques, enfin, ça manque pas de crise, de questions. Comment vous la voyez? Comment vous l'analysez? Comment vous la regardez? Alors, l'économie mondiale, aujourd'hui, je pense qu'elle est rentrée dans une phase de croissance faible. Si on regarde les prévisions de croissance mondiale des grandes institutions comme le CDE et le FMI, on a une prévision de croissance de 3% cette année et l'année prochaine. Et 3%, eh bien finalement, ça serait la croissance la plus faible qu'on aurait connue sur les 15 dernières années, si on enlève 2021, qui était l'année de la réouverture post-Covid. Mais sinon, on aurait l'année avec la croissance mondiale la plus faible. Et cette économie, elle se caractérise aussi par une incertitude qui est très forte, à tout point de vue, géopolitique, budgétaire, commercial aussi. Et ça, évidemment, cette incertitude, ça pèse aussi sur les perspectives de croissance. Alors ça, on va dire, c'est le coup d'œil général sur cette conjoncture, sur la façon dont on vit notre planète économique. Côté marché financier maintenant, parce que c'est quasiment l'application, on va dire, de l'économie lue par les grands investisseurs. Quelles sont les dynamiques à surveiller? Parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation, là on parle de taux d'intérêt. La croissance, vous en avez dit un mot, mais il y a tout plein de choses qu'on regarde sur les marchés financiers. Je ne vais pas aller peut-être jusqu'au crypto, mais il y a les matières premières, les actions, les obligations. Enfin, il y en a. En voulez-vous, en voilà. Alors, je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut souligner. La première chose, c'est l'événement macro de cet été. Ça a été la dégradation du marché du travail aux États-Unis. Le fait qu'on ait eu deux rapports sur l'emploi qui ont été très médiocres, pas catastrophiques, mais médiocres, ça a fait qu'il y a eu des perspectives de baisse de taux directeurs qui sont apparues. Ça a fait beaucoup baisser les taux longs et courts aux États-Unis. Et puis, ça a aidé vraiment les marchés actions à continuer à progresser cet été. Avec quand même de très belles progressions cet été. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais donc le marché du travail, c'est vraiment quelque chose américain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de très très près. La deuxième chose, c'est quand même le rouleau compresseur de la tech sur les marchés boursiers américains. Sur l'été, on a le S&P 500 qui a progressé d'un peu plus de 4%. Si on fait la dichotomie entre ce qu'on appelle les 7 magnifiques et puis le reste du marché, on a des écarts de performance qui sont extrêmement importants. Donc là, il y a encore... Ça ne se remet pas en cause, cet écart? Pas du tout, parce qu'on a une progression des profits des 7 magnifiques qui est extraordinaire. Bon, on parlera tech après, bien sûr, avec Sébastien Coinon. Bastien, on est sur Radio Patrimoine, dans Cœur de Patrimoine, donc on a aussi un regard très patrimonial pour guider nos auditeurs, pour aussi multiplier les avis pour nos amis CGP. Comment est-ce que ça se traduit tout ça dans une forme de gestion d'actifs, en fait, finalement? Est-ce qu'il y a pour vous une classe d'actifs? J'aurais tendance à dire tout de suite les actions quand vous venez de me parler de grands indices, mais voilà. Est-ce qu'il y a une classe d'actifs qui mérite aujourd'hui de recueillir une attention particulière? Bon, la tech, on en a déjà parlé et on en reparlera, mais c'est évidemment un segment qui est très intéressant à regarder. Sinon, je mentionnerai quand même l'or, parce que on a, vous l'avez mentionné, une incertitude qui est très forte sur plusieurs sujets, sur l'indépendance des banques centrales, sur la trajectoire de dette publique. Il y a aussi une tendance à la dédollarisation de l'économie, et tout ça, ce sont des facteurs qui sont structurellement positifs pour l'or. L'or a progressé de 40% cette année, en 2025, et c'est sa meilleure année depuis le début du siècle, donc ça c'est tout à fait intéressant. Mais ce qu'il faut bien voir, et on a un fonds là-dessus chez CPR, c'est que les sociétés minières ont une performance qui est encore bien plus intéressante que la performance de l'or sur cette année, et donc je dirais que ce segment-là est tout à fait à regarder et peut être intéressant dans
une optique patrimoniale. C'est vrai que ça évite d'avoir le lingot à planquer sous son matelas ou à gérer les questions de conservation dans sa banque. Alors, dans votre ouvrage, 50 graphiques. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas que des dessins. Il y a du texte aussi, hein, vous verrez, et ça passera bien sûr. À chaque fois, un texte qui explique des graphes. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de passer par ce biais de l'infographie, de l'illustration pour bien comprendre un certain nombre de choses. On parle de consommation électrique, on passe de défis alimentaires, on parle d'IA bien sûr. Enfin voilà, il y a énormément de choses à comprendre. 50 graphiques pour comprendre les grandes tendances qui façonnent cette économie. Laquelle est la plus déterminante selon vous ? Je vais vous demander déjà de faire une sélection sur les 50, mais j'imagine que tous les graphes, toutes les tendances ne se valent pas malgré tout. Oui, c'est pour ça qu'on les avait segmentés, les 50 graphiques, en 3 grandes familles. Une famille, on va dire, humanité, démographie, mondialisation. Une famille, transition énergétique, climat. Et puis une famille, digitalisation. Bon, moi, j'aime beaucoup la démographie. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important, qui a beaucoup d'impact et qui est souvent peu mentionné. Hein. On a une progression de la population mondiale qui est de plus en plus faible. On revient à une progression de la population mondiale qu'on n'a pas vu aussi faible depuis le début du XXe siècle. Donc ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête. Et on a quand même aujourd'hui plus de 60 pays qui ont passé leur pic de population, c'est-à-dire qui ont une population qui est en train de baisser. On sait très bien comment ça fonctionne une économie avec une population qui progresse. Ouais. On ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne une économie avec une population qui décroît au fil du temps. Ouais. Et ça, c'est clairement... peut-être du côté du Japon ou... Alors le Japon, c'est effectivement... un labo, non ? Ça fait 16 ans consécutifs, 16 années consécutives qu'on a une baisse de la population au Japon. Pour le moment, la baisse de la population était à chaque fois très légère. Et là, on commence à avoir une accélération. Donc oui, on a quand même en post avancé, on pourrait dire, du vieillissement le Japon. Mais ça fait vraiment partie des choses qui sont très importantes. Et du coup, ça pèse surtout, ça pèsera sur la croissance, bien sûr. Ça pèsera quoi sur les retraites, évidemment. Et j'imagine, du coup, sur les marchés financiers à terme, non ? Oui, tout à fait. Le vieillissement de la population et le fait que la croissance de la population soit aussi de plus en plus faible, ça fait que la croissance économique va être plus faible. Hein. La croissance de la population, c'est quand même l'un des déterminants de la croissance économique. Donc ça, c'est une première chose, une croissance économique qui devrait être plus faible. Ensuite, sur l'inflation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender. On voit que le Japon a vieilli plus vite que les autres pays, et c'est un pays dans lequel il y a eu assez peu d'inflation sur les dernières années. Mais là, ce qu'a dit le gouverneur de la Banque du Japon cet été, c'était qu'ils arrivaient dans une phase où le vieillissement va créer de l'inflation chez eux, tout simplement parce qu'il y aura des trous de plus en plus importants dans le marché du travail et il y aura des pénuries de main-d'œuvre. Le pouvoir de négociation des employés va être de plus en plus grand. Il y aura des salaires qui vont progresser, de l'inflation qui va revenir. Donc, on devrait aller vers une période peut-être plus inflationniste, on pourrait dire, pour le vieillissement de la population. Alors après, sur les marchés financiers, ça, c'est une question qui est super intéressante. Dans la théorie du cycle de vie, normalement, les retraités sont censés liquider leur épargne, c'est-à-dire vendre leur patrimoine et leurs actions pour financer leur niveau de vie. Mais c'est pas quelque chose qu'on observe dans tous les pays. Il y a des pays où on observe que les retraités, finalement, conservent un taux actif sur les marchés. C'est ça, et un taux d'épargne qui est important. Et donc, il n'y a pas cette finalement, liquidation de leur patrimoine financier comme on aurait pu s'y attendre dans la théorie du cycle de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement encore qu'on apprend un petit peu au fur et à mesure. Alors effectivement, aspect un peu démographique et j'ai mémoire notamment aussi d'un de vos petits camarades qui régulièrement, Thibaut Prébet pour ne pas le citer, qui régulièrement met l'accent, met le doigt sur ces questions un petit peu de démographie. Autre sujet majeur, et vous l'avez rappelé dans le chapitrage entre guillemets, c'est tout ce qui concerne effectivement le climat, le changement climatique, la transition énergétique. Conséquences là aussi économique, presque patrimonial, j'ai envie de dire ? Alors, patrimonial, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes, mais elles restent aléatoires. On ne peut pas prévoir quel pays sera touché par des catastrophes climatiques l'année prochaine ou dans 2 ans. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a souvent quand même des marchés en particulier qui sont très affectés par les catastrophes climatiques, notamment dans le monde agricole. On l'a vu sur les années récentes avec les récoltes d'olives, par exemple, ou d'oranges qui ont été très mauvaises à cause des feux de forêt. Et ça a fait très fortement grimper le cours
de l'huile d'olive, par exemple, ou du jus d'orange. Et ça se ressent aussi pour un certain nombre de pays pauvres qui peuvent être balayés, dont les économies peuvent être balayées avec les catastrophes climatiques, et ça peut donner lieu à des catastrophes financières par la suite. Donc les catastrophes peuvent avoir des conséquences qui sont très importantes, mais elles restent aléatoires et finalement donc difficiles à prévoir. Voilà donc quelques graphes que vous trouverez aussi sur ces thématiques-là. Et puis, on l'a dévoilé dès le début de notre propos, Bastien Drue, la tech, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est dans... Enfin, on entend partout, on a là un outil, et je ne pointe pas tel ou tel site ou tel IA. Hein. On a avec l'IA l'outil probablement le plus, c'est ce qu'on entend, puissant, et beaucoup ne l'utilisent encore que pour leur demander une recette de cuisine ou comment rédiger un mail, mais passons. Est-ce que ça veut dire, quand on dit on a là l'outil le plus évolué qu'on n'a probablement jamais eu à notre disposition, ça veut dire qu'on est sur une rupture comparable à la révolution industrielle, à l'électricité, même, j'ai envie de dire, en revenant très proche de nous, à l'émergence d'Internet ? C'est une question qui est très difficile de comparer les innovations technologiques au fil du temps. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y aura des gains de productivité extrêmement forts grâce à l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, hein, dans la recherche médicale par exemple, dans le milieu juridique aussi. Enfin, donc on peut avoir une ribambelle de secteurs qui peuvent qui peuvent avoir des gains de productivité. En revanche, l'impact au niveau macroéconomique, au niveau de la société tout entière, il est plus difficile à investiguer, à appréhender. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que l'impact sur les marchés financiers, il est déjà là, et déjà extrêmement fort, parce que qui profite finalement de cet essor de l'intelligence artificielle, ce sont quelques sociétés seulement qui ont des caractéristiques qui sont oligopolistiques. On le voit par exemple avec Nvidia, hein, dont les profits ont complètement explosé sur les dernières années, et les effets donc sur les marchés financiers sont extrêmement forts. On parlait des 7 magnifiques tout à l'heure. C'est vraiment ces sociétés qui font le marché boursier américain, très clairement. Bon, il y a, vous l'avez compris, énormément de thèmes hein, dans ce bouquin. Il n'est pas énorme, mais il permet vraiment de rentrer dans un grand nombre de thèmes. Pourquoi, en fait, avoir choisi cette idée de faire des graphes ? Pourquoi avoir choisi le côté graphique et pas, j'ai envie de dire, un petit opuscule d'économiste plus traditionnel ? C'est pour toucher plus de gens, parce que le monde est complexe. Il y a des grandes tendances économiques. Je pense que tout le monde le sent un petit peu dans son quotidien. Mais il faut aussi essayer de mettre les choses à plat. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'un graphique bien choisi permet de visualiser les choses de façon très directe. Et ça permet d'être plus efficace en termes pédagogiques, finalement, faire passer les idées, voir ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec ce livre. Bon, je vous ai déjà cassé les pieds en essayant de résumer. Là, je vais être encore pire. Il y en a 50, mais si vous ne deviez en retenir qu'un, entre guillemets, qui résumerait l'économie mondiale en 2050. Alors, un ou deux ? Bon, allez, deux si vous le souhaitez. Les deux qu'il faut... Les quelques-uns qu'il faut absolument pas rater. Celui qu'il ne faut vraiment pas rater, c'est l'évolution de la température au niveau mondial depuis le 19e siècle, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour les décennies à venir et pour la transition énergétique. Et sinon, j'aurais choisi le graphique avec la population de l'Inde et de la Chine. En 2023, il y a eu un événement démographique majeur. Ça faisait des siècles que la Chine était le pays le plus peuplé du monde. Et l'Inde l'a dépassé en termes de population en 2023. Et en fait, on a deux trajectoires qui sont complètement opposées entre l'Inde et la Chine. En Chine, actuellement, la population est de 1,4 milliard. Ça sera de 1 milliard en 2070. En Inde, ça sera de 1,7 milliard. En fait, on va probablement avoir une partie du 21e siècle qui sera indienne, finalement, parce que la population va continuer à progresser très vite. Ça va s'en ressentir au niveau de la croissance. Depuis 2019, le pays qui croît le plus vite, c'est l'Inde. On l'a vu aussi en termes de performance boursière aussi, à quelques moments sur les 5 dernières années. Et je pense que ça, c'est l'un des graphiques qui est très important à avoir en tête.
Eh bien, il y en a 50 des graphiques dans ce petit ouvrage, les tendances éco en 50 graphiques pour comprendre les tendances qui façonnent l'économie d'aujourd'hui ou de demain. C'est chez DBS et vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies, qu'elles soient physiques ou pas. Merci beaucoup Bastien d'être venu nous voir. Bastien Dreux, donc, qui pilote également la stratégie et la recherche économique de CPR Asset Management. Et nous, on poursuit bien évidemment Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.